Vous êtes sur Bénin Business 24 et vous faites bien. Bienvenue à cette édition du soir. La communauté internationale célèbre ce 25 août la journée de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. Une occasion pour réfléchir sur les causes historiques de cette tragédie et aussi pour perpétuer la mémoire. La dépression, une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation, c'est un trouble qui peut être à la fois biologique, psychologique et social. La croissance démographique en Afrique contraint les producteurs agricoles à plus cultiver la terre pour satisfaire la demande. Face aux nombreux défis de développement, le continent peut compter sur ses bras valides dans le domaine de l'agriculture. Ce 25 août marque la célébration de la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. C'est en 2008 que cette journée a été célébrée pour la première fois pour rendre hommage à ceux qui ont souffert et sont morts aux mains de ce système cruel. La traite négrière, c'est plusieurs siècles d'esclavage dont on se souvient encore aujourd'hui. C'est ce que nous disent Yva Godoprécy et Ulvaeus Balogun. Des milliers d'Africains faits prisonniers, transportés par bateau et vendus comme esclaves dans des conditions pénibles. Nous sommes au début du XVIe siècle. Le commerce triangulaire qui venait de commencer impliquait l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Durant près de 3 siècles, plus de 20 millions d'Africains furent ainsi réduits en esclavage pour des raisons économiques. Aujourd'hui encore, l'on se souvient. Lorsque nous parlons de l'histoire des Noirs, c'est un devoir de mémoire pour nous de rappeler qu'il y a au moins 12 millions des nôtres qui ont été dessouchés, n'est-ce pas, de leur terre natale, qui ont été déracinés de leur terre natale, qui ont été éloignés des bases de développement et de construction, n'est-ce pas, de leur pays, de leur terre, l'Afrique. Imaginez que des millions d'hommes sont partis de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais tous les 3 ans, les esclaves qui sont partis meurent, compte tenu du rythme de travail qu'on leur donne, d'où le renouvellement permanent et la recherche permanente d'hommes pour les remplacer. Ils travaillaient dans les mines, dans les plantations. En Amérique du Sud, c'était principalement le sucre. Et aux États-Unis, c'était le coton. Donc à partir de ce moment, le rythme de travail était tel qu'ils étaient des bêtes de somme. Des hommes, femmes et enfants vendus comme des bêtes dont la mémoire est maintenant restaurée à la faveur du projet La Route de l'Esclave. Quand la Route de l'Esclave, le projet a été initié, présenté par le Bénin et Haïti en 1989 pour déboucher sur le principe de tenir un colloque international pour lancer le projet, c'est le Bénin qui l'a abrité en septembre 1994 à Ouidah. C'est dès ce moment que identifier, retenir, restaurer, les sites de mémoire ont été retenus. Parce que la route de l'esclave, c'est l'histoire de la déportation des Africains dans le monde. Identifier les sites de mémoire permet de ne pas faire oublier. Ne pas oublier. 25 ans après le lancement de la route de l'esclave, c'est une vision globale de la répercussion de la traite négrière en Afrique. Et mieux. Je crois qu'on se concentre beaucoup aussi sur aujourd'hui le contemporain. De refaire revivre la mémoire de l'esclavage à travers les sites patrimoniaux pour que les gens puissent visiter des endroits qui ont trait à l'histoire de la traite et l'histoire de l'esclavage. Ça fait revivre un peu, mieux comprendre l'histoire. Si faire cesser la traite négrière a été un combat long et difficile, il importe aujourd'hui de ne pas oublier cette période de l'histoire. Ça participe de notre histoire. Ça participe de notre histoire, de sa reconnaissance, et ça permet de ne pas oublier, comme je l'ai dit, l'enseigner dans les établissements secondaires. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a créé également des kits scolaires pour les écoles, pour qu'on n'oublie pas. C'est essentiel de ne pas oublier. S'en rappeler pour assumer son passé sans problème et surtout pour construire un futur où la mémoire reste vive et célébrée. Parlant toujours d'histoire et de patrimoine culturel, on met le cap sur le Gabon où un concours d'oratoire en langue ipounou a été organisé afin d'inciter les jeunes à parler leur langue maternelle. L'événement a été l'occasion pour ces jeunes de convaincre le jury à travers l'interprétation d'un palabre de mariage. Suivez le reportage.
Même leur déguisement ressemble déjà à la culture. Ces jeunes veulent à tout prix convaincre l'auditoire dans ce concours d'art oratoire langue Ipunu. Ils interprètent une palabre de mariage. Ici en rose, le prétendant venu avec sa famille demandait la main de Marundu, dont le personnage est incarné par cette jeune fille, entourée de sa famille juste pour le scénario. Le jury ici à l'angle est composé des chefs de quartier de la commune de Chibanga et des grands orateurs. Ils apprécient l'éloquence et le respect des étapes des pourparlers entre les deux principaux orateurs, âgés en moyenne de 25 ans. 12 fautes, il a 200 000 dans son enveloppe. J'assiste toujours mon oncle à chaque fois quand il y a des décès dans la famille, à chaque fois quand il y a des mariages dans la famille. Il y a des fois même que mon oncle reste à la maison et il m'envoie traiter ses problèmes. Et voilà, aujourd'hui, je m'en sors un peu. 12 fautes et vainqueurs de cette finale d'art oratoire en langue Ipunu, certes, mais l'organisateur, lui, est beaucoup plus bluffé par l'engouement que cela a suscité. C'est la première fois que nous organisons cela, mais je pense que la mayonnaise a pris. Nous allons faire en sorte que l'année prochaine, l'année suivante, les gens comprennent l'intérêt de cet exercice-là. Mais je peux vous avouer que moi-même, qui suis instigateur de cela, je suis surpris par l'engouement. Ça semblait être un jeu de rôle, mais qui, de notre point de vue, résume véritablement l'intérêt que les gens ont à apprendre nos us et coutumes, les règles et nos codes. Un bel exercice qui a duré juste 48 heures, mais qui a permis en revanche de prouver que la langue Ipunu a encore de beaux jours devant elle. Du moins, dans l'assimilation des faits culturels de ce groupe ethno-linguistique. Jeunes et agriculture, parlons-en à présent. En Afrique, la population ne cesse de croître, vous le savez. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Duis Arasouhe est un agronome. Il nous parle de ces défis au micro de Ulvaïs Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Et on change à présent de volet. Intéressons-nous à ces moments difficiles qui surviennent à tout âge dans la vie. Un deuil par exemple, la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un manque d'affection, un divorce ou encore une rupture sentimentale. Ce sont des situations inhérentes à la vie et personne n'est à l'abri. Mais face à ces événements, il y a une maladie qui guette quand on y prend garde.
Il s'agit de la dépression, un trouble mental qui affecte les comportements. Quels sont les facteurs de risque et la prise en charge appropriée? Élément de réponse dans ce reportage. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide. Les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour. Faisons à présent le point des quelques autres sujets, objets de l'actualité nationale. Voici la Nation en bref, présentée par Rodrigue Babaguito. Le Bénin bénéficie de 98 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international FMI en vue de surmonter les effets de la crise de Covid-19. L'institution financière a répondu favorablement à l'appel lancé par les pays africains pour une effectivité rapide d'une allocation générale des droits de tirage spéciaux DTS. Selon Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, l'utilisation de l'allocation de DTS devra être faite avec précaution et en toute transparence. Elle recommande également aux autorités de les utiliser pour répondre aux besoins urgents et au redressement des réserves de change. Ceci conformément aux objectifs de l'initiative.
Il se tient depuis mardi à Cotonou un atelier régional de revue et de validation de données sur les procédures d'importation, les coûts logistiques et les statistiques des engrais de 2015 à 2020 au Bénin, au Niger et au Togo. Cet atelier regroupe une cinquantaine de participants issus des secteurs publics, privés et de la société civile des 3 pays concernés, mais également de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Kenya et du Nigeria. Il vise entre autres à valider les informations relatives à la structure des prix d'engrais au Bénin, au Niger et au Togo. Les résultats des travaux contribueront à mieux connaître les marchés en vue d'améliorer les actions pour le développement agricole et la sécurité alimentaire. La clôture des travaux est prévue pour vendredi prochain. Classé 13e l'année dernière, le Bénin recule et perd aujourd'hui 7 places dans le classement 2021 de Nature Index sur la recherche scientifique. Le dit classement a été rendu disponible en début de semaine. Le Bénin occupe la 20e place à l'échelle continentale. Nature Index est une revue scientifique de renom qui dévoile chaque année les pays les plus productifs en publications scientifiques. Les publications béninoises ciblées par Nature Index pour l'édition 2021 proviennent de l'Université d'Abomey-Calavi, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et du laboratoire de référence des mycobactéries. De façon globale, même si le Bénin se positionne devant le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui occupent respectivement la 22e et la 24e place, il a tout de même du chemin à faire en matière de recherche scientifique. Ainsi prend fin ce journal, disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.